Je vais dire quelques mots, d'abord pour le remercier d'être parmi nous. Il ne pouvait pas clôturer nos travaux, mais comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un honneur et un privilège de l'avoir. Il prend la parole quand il veut. On va donc interrompre momentanément cette table ronde sur la contrefaçon, qui fait quand même un chiffre d'affaires plus important que la drogue. À l'époque où on cherche de l'argent, cher Philippe, tu pourras être notre messager vers des hautes sphères qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Donc, je te propose de venir au pupitre et nous allons t'entendre avec beaucoup d'intérêt. Je pense que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un honneur et un privilège de t'avoir parmi nous. Donc, après les plus hautes sphères et les plus hautes estrades et les plus hautes invitations. Aujourd'hui, c'est le Sénat de la République, colloque sur la criminalité organisée, 50 milliards quand même, 1% de recouvrement. Je rappelle qu'on cherche de l'argent. C'est mieux que la taxe Zuckman et c'est beaucoup plus sûr. Floor is yours. La pression, la pression. Pas du tout de pression là. Merci beaucoup de m'avoir invité, chère Nathalie. Donc toujours très intimidé avant de prendre la parole devant une audience aussi prestigieuse que la vôtre. Voilà. Donc je comprends que ce colloque est consacré au poids de l'économie criminelle et aux moyens de lutte contre la criminalité organisée. Alors je voudrais d'abord tous vous remercier pour votre engagement dans cette lutte. Et bien que ce sujet soit en dehors de ma spécialité, vous savez qu'il y a toujours le problème de la nobélite. Quand on a le Nobel, on vous demande de, on vous demande de parler de choses que vous ne connaissez pas bien. C'est pas, je ne parlais pas d'aujourd'hui, mais voilà. Donc il faut faire très attention parce qu'on peut dire facilement. Et puis alors, tout ce qu'on peut dire de toutes les choses, les sottises qu'on peut raconter sont évidemment dans la presse souvent le jour d'après. Il faut faire très attention. Mais je ne voulais pas manquer à l'appel de Nathalie Goulet, qui est en croisade permanente sur ces sujets et qui défend une cause très noble. Quelques chiffres pour poser le décor, mais je suis sûr que ça a déjà été mentionné, avant que je parle un peu de ce que je fais. Voilà. Le blanchiment de capitaux représente, selon l'ONUC, entre 2 et 5% du PIB mondial, soit entre 1 600 et 4 000 milliards de dollars par an. En France, il y avait une commission d'enquête, je crois, du Sénat, que tu avais rapporté, vous aviez rapporté, on se vous voit, non? Il y a en juin 2025, qui parlait d'un blanchiment de 58 milliards d'euros par an. Et rien que la fraude aux finances publiques, vous l'aviez estimé à plus de 20 milliards d'euros. Voilà, donc ça veut dire que comme on va devoir traiter notre problème de déficit de dette publique, et en même temps, on veut devenir plus innovant, et en même temps, on veut faire ça d'une manière inclusive. Vous voyez, c'est ce triple défi qu'on doit relever. Ben, tout ce qu'on peut, évidemment, tout ce qu'on peut faire en matière de lutte contre la fraude va être très, très précieux. Moi, je parlerai d'autres sources d'économie, parce que je préfère parler de choses que j'ai un petit peu regardées que de choses que vous êtes 10 fois plus expert que moi. Donc moi, j'en viens à mon sujet. Comment améliorer notre situation budgétaire et en même temps promouvoir l'innovation et passer d'une économie de rattrapage à une économie où la croissance est basée sur l'innovation de rupture, et comment rattraper le retard par rapport aux États-Unis notamment. Donc ça, c'est donc comment améliorer la situation budgétaire, comment promouvoir l'innovation de rupture, et puis comment faire en sorte que l'innovation soit plus verte et inclusive. Je crois que si l'innovation n'est pas inclusive, c'est le populisme, hein, et on sait le coût, et on connaît le coût exorbitant du populisme. Donc on ne peut pas se payer le luxe que l'innovation ne soit pas inclusive. Voilà. Donc le fait, c'est un fait qu'il y a eu, disons, entre 1945 et le milieu des années 80, en termes de PIB par tête, qui n'est pas une mesure exhaustive de bien-être, on est tous d'accord, hein, mais c'est une mesure, eh bien, la zone euro, et la France en particulier, en partie, rattrape les États-Unis. On fait du rattrapage, on reconstitue le stock de capital qui a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Grâce au niveau d'éducation que nous avons des bons systèmes éducatifs, surtout à l'époque, eh bien, on est capable de rattraper la seconde révolution industrielle qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 30, 20 ou 30, la révolution de l'électricité et des moteurs à combustion. Donc on rattrape les États-Unis en reconstituant notre stock de capital. Le plan Marshall joue un rôle évidemment, et grâce à l'imitation technologique. Et puis arrive, à un moment donné, le rattrapage s'essouffle. Il faut passer à l'innovation de rupture. Et à ce moment-là arrive, fin des années 80,
début des années 90, la troisième révolution industrielle, des technologies de l'information. Et malheureusement, ce train-là, nous le manquons en grande partie. Si vous regardez, vous utilisez des logiciels, vous utilisez de cloud, vous utilisez tout ce que vous utilisez, c'est pas français, très peu français et très peu européen, c'est surtout américain et un peu chinois. Donc on a manqué en grande partie la troisième révolution industrielle. Et là où les États-Unis ont réussi à passer au high-tech, innovation de rupture, l'Europe, et nous en particulier, à part quelques exceptions, il y a des domaines évidemment où nous sommes à la pointe, eh bien, nous sommes restés cantonnés, l'Europe en tout cas, à l'innovation incrémentale mid-tech. Voilà. Et si vous regardez les entreprises les plus innovantes aux États-Unis il y a 25 ans, à part Qualcomm, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Si vous regardez les grandes entreprises les plus innovantes en Europe il y a 25 ans et maintenant, c'est les mêmes. Et elles sont dans le mid-tech incrémental. Tandis que les États-Unis, ils vont vers le high-tech, et c'est d'autres entreprises, et notamment les biotech et les technologies de l'information, et maintenant l'IA. Et donc, si vous voulez, voilà, et le défi européen, c'est un défi de dire, il ne faut pas laisser tout à la Chine et aux États-Unis, parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui fait de l'innovation de rupture dans le monde? C'est les États-Unis et la Chine maintenant. Et le drame, c'est que les innovations de rupture citent énormément des articles de recherche faits en France et en Europe, parce qu'on a d'excellents mathématiciens, on a d'excellents ingénieurs et informaticiens, et si on regarde les articles cités par les brevets des innovations de rupture qui sont faites ailleurs, ça cite beaucoup des papiers européens. Donc on produit de la recherche qui conduit à de l'innovation de rupture, mais ça ne se traduit pas par de l'innovation de rupture faite en Europe et notamment en France. Donc vraiment le gros défi maintenant, c'est Draghi, quoi. C'est le rapport Draghi. Il faut que l'Europe se réveille. Et pourquoi c'est important que l'Europe se réveille? Parce que l'Europe, elle est porteuse de valeurs. La démocratie, la liberté, c'est en Europe. Aux États-Unis, on ne dit plus ce qu'on veut maintenant. Moi, je me suis retrouvé dans des conférences aux États-Unis. Les gens ont peur de parler parce qu'ils ont peur qu'on leur coupe leurs fonds de recherche, qu'on leur bloque leurs étudiants à la douane. Et voilà. Et la démocratie et la liberté, c'est nous qui la portons. Le modèle social, on a quand même un modèle social infiniment meilleur. Moi, j'ai dû acheter plein de médicaments aujourd'hui, des traitements. Je ne veux pas vous parler de ma santé. Ça ne m'a pas coûté un centime. Aux États-Unis, je me serais ruiné. Voilà. Donc, on a un système, on a un modèle social bien meilleur que les systèmes américains. On a un souci de l'environnement que n'ont pas les Américains. Voilà, l'Europe, elle porte des valeurs. Et puis, on a des chercheurs formidables. Donc, l'Europe, elle a vocation. Le relèvement de l'Europe, c'est important pour nous, mais c'est important pour le monde entier parce que nous portons mieux que n'importe qui d'autre ces valeurs. Alors, évidemment, qu'est-ce que dit Draghi? Je ne veux pas vous embêter avec Draghi, mais vous connaissez un peu. Il dit qu'est-ce qui manque en Europe? Pourquoi il n'y a pas d'innovation de rupture? D'abord parce que nous n'avons pas un marché unique pour les biens et services. Aux États-Unis, vous avez un grand marché. En Chine, vous avez une grosse économie. Et en Europe, c'est morcelé. Parce que chaque pays membre ajoute ses réglementations aux réglementations européennes. Donc vous avez en fait, et les barrières douanières qu'on s'impose entre nous en Europe sont bien supérieures à ce que Trump nous impose. Donc on n'a pas un vrai marché unique. Deuxièmement, on n'a pas des biens et services. On n'a pas non plus un marché unique des capitaux. On n'a pas non plus un écosystème financier de l'innovation. On n'a pas assez de capital risque. On n'encourage pas suffisamment l'échec. Vous voulez faire de l'innovation de rupture, il faut échouer. Moi, c'est vrai que dans ma jeunesse, quand on échouait, on nous mettait des bonnets d'âne. Je ne sais pas si vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça, mais moi, j'ai connu les bonnets d'âne. Et aux États-Unis, on vous dit, si vous échouez, c'est que vous avez essayé. On encourage l'échec. Donc, financement de la recherche à long terme, parce que ça permet d'échouer. Capital risque, ça permet à des startups d'échouer. Et puis, les investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds de retraite, qui aident les entreprises plus grosses à prendre des risques et à échouer si besoin. Voilà, ça, c'est tout ce qui manque en Europe. Nous n'avons pas les DARPA. Je ne vais pas vous embêter avec les DARPA. La manière moderne de faire la politique industrielle qui est réconciliée avec la concurrence, et nous n'avons pas du financement de la recherche suffisamment long. Donc je ne veux pas vous embêter, ça c'est un peu tout ce que propose Draghi. Ça c'est un peu la big picture. Et en fait, il faut que la France soit pilier du relèvement de l'Europe. On va être dans une année présidentielle, il faut bien s'assurer que les gens qu'on met au gouvernement, ils sont capables d'endosser l'agenda Draghi, quoi, et qu'ils ne vont pas au contraire lui taper dessus, quoi. Donc là, je crois que ça va être très important, à mon avis, un élément important du débat qui va s'engager. Alors, il y a eu une chose qui a bien marché en France, parce qu'il y a quand même des choses qui marchent bien chez nous.
Beaucoup de choses marchent bien chez nous. Et une des choses qui a marché, ce sont les LABEX, les laboratoires d'excellence. Donc il y a eu, ça faisait partie de la commission du grand emprunt. La commission du grand emprunt a poussé pour la création de laboratoires d'excellence et d'universités d'excellence. À l'époque, moi j'avais des copains qui étaient dans la commission du grand emprunt. Ils me disaient qu'il y avait une pression énorme de certains grands groupes pour que tout l'argent leur aille à eux, quoi. Et là, je dois dire que le gouvernement de l'époque a tenu bon. Ricol et tous ces gens-là ont été formidables et ils ont tenu bon, et Rocard Juppé, pour que l'argent aille pour financer des laboratoires d'excellence. Et ce qu'ils ont montré, donc c'est des jurys internationaux qui sélectionnent des laboratoires pour une période de 10 ans. Et il y a eu une étude d'Antonin Bergeau et de collègues qui ont montré que partout là où il y a des LABEX, ça a stimulé l'innovation de rupture, celle qu'on veut, dans les industries technologiquement et géographiquement proches des LABEX. Donc voilà, le LABEX, ça a marché. Autant le crédit impôt recherche, c'est so-so, autant, et je vais y revenir, au crédit impôt recherche, je ne veux pas du tout le supprimer, mais je veux l'améliorer. Autant les LABEX, ça a très bien fonctionné. Voilà. Alors, pourquoi c'est important de stimuler la croissance économique par l'innovation? D'abord parce qu'il faut, sinon c'est les Chinois et les Américains qui vont tout prendre et on va être vassalisés. Et puis la croissance économique, ça a aussi un effet supplémentaire. Ça nous permet d'améliorer le ratio de la dette sur PIB. Parce que deux facteurs influencent le ratio dette sur PIB. C'est le remboursement des intérêts et le taux de croissance. En augmentant le différentiel entre le taux de croissance et le taux d'intérêt, eh bien, on renforce notre position financière. Donc tout ce qui peut contribuer à stimuler notre croissance, tous les investissements de croissance vont nous aider. Ça ne sera pas la seule façon à long terme à réduire notre dette publique. En gros, nous, le gros problème de la France, c'est qu'on a un PIB par tête trop faible. On a un PIB par tête trop faible, parce qu'on a un taux d'emploi trop faible, notamment les juniors, les seniors. On a un taux d'emploi plus faible qu'en Allemagne et que dans d'autres pays. Donc il faut augmenter notre taux d'emploi. Donc ça, c'est un problème. Et l'autre, c'est qu'on a une productivité qui n'est pas assez forte. Et c'est là que l'innovation joue un rôle important. Il faut augmenter la productivité du travail. Voilà, ça c'est à long terme. Évidemment, à court terme, nous avons aussi des sources d'économie. Et là, je reprends du Draghi. Vous allez penser que je suis vraiment un fanatique de Draghi. Quand Draghi était président du Conseil, il avait été faire une leçon, la Martin Feldstein Lecture à Boston. Et il avait dit la chose suivante: il faudrait idéalement un contrat entre les pays membres et l'Union européenne. Et le contrat, c'est que chaque pays membre montre qu'il est sérieux sur le budget, ce qui pour nous n'est pas évident. Donc, on va montrer qu'est-ce qu'on veut dire par être sérieux. Et en échange, eh bien, on laisse le pays investir dans des investissements de croissance. Notamment les eurobonds, dont le président de la République a parlé peut-être un peu. Voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais en donnant quelques sueurs froides à M. Merz, mais peut-être le moment n'était pas génial, mais c'était que, voilà, c'est de dire, on montre qu'on est sérieux, sur le budget, et en échange, on a des possibilités d'emprunt et des possibilités d'investissement. Voilà. Est-ce que je peux dire encore des choses ou j'ai encore un peu de temps? Il faut que j'arrête bientôt. J'ai combien? 3 minutes? 1 minute? C'est difficile à dire. Il y aura peut-être des questions. Des questions, mais voilà. Mais oui. Est-ce que je vais arriver un peu à relier au sujet qui est Relions. le sujet? Voilà. Alors, voilà. Alors, ça m'amène au sujet du budget. En comparaison internationale, la France se caractérise par une dépense publique élevée, ça vous le savez, en hausse en pourcentage du PIB sur plusieurs décennies, sans pour autant que ça conduise à une satisfaction plus élevée des citoyens pour leurs services publics. Et on a des taux de prélèvement obligatoires, comme vous savez, qui ne sont pas les plus faibles du monde. No mystery. Stabiliser la dette publique requiert de dégager des marges budgétaires de l'ordre de 80 milliards d'euros, 110 milliards d'euros pour anticiper la prochaine crise économique, avec des dépenses publiques qui augmentent en part du PIB. Il n'est pas possible de stabiliser la dette à long terme. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'une dépense publique qui augmente moins vite que le PIB. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on atteigne. Il faut qu'on fasse augmenter. On peut augmenter notre dépense publique, mais moins rapidement que le PIB. Bon. Alors, je vais juste parler à partir de l'analyse économique et d'efforts réalisés en 2025-2026, on peut retenir un objectif de 25 milliards de consolidation hors tendancielle pour 2027. Et on peut dire, et on peut en partie, 2 tiers dépenses, 1 tiers recettes. L'effort en dépenses doit être réparti entre l'État, sécurité sociale, collectivités locales, de manière proportionnelle aux masses budgétaires initiales. Alors, juste, je voulais regarder, il y a eu quand même, par-delà ce qui peut être réalisé en matière d'économie budgétaire en s'attaquant aux sources de fraude que vous avez identifiées, donc ça vous de dire combien on peut
combien on peut prendre. Donc moi, ce que je dis, c'est en plus, d'accord. Et j'espère que c'est le maximum que vous pouvez faire, comme ça on n'a plus rien à faire de l'autre côté. Les évaluations et travaux économiques permettent d'identifier des gisements d'économie sur certaines aides aux entreprises qui pourraient être en partie redéployées pour financer d'autres priorités. Parmi les aides aux entreprises, on peut regarder deux masses budgétaires particulièrement importantes. Les allègements de cotisations patronales, environ 80 milliards d'euros, et les aides à l'innovation, notamment le crédit impôt recherche, près de 8 milliards d'euros. Alors, sur le premier, des travaux d'évaluation, notamment d'Antoine Bozio et Étienne Vasmer, montrent que les allègements généraux de cotisations patronales sont une politique très coûteuse et peu efficace pour soutenir l'emploi. Des allègements très élevés pour les bas salaires créent ensuite des trappes à bas salaires qui réduisent la mobilité salariale du fait de taux marginaux de prélèvement très élevés. Pourquoi ne pas réduire un peu les allègements sur les bas salaires et cibler les allègements sur les jeunes et les seniors, seule population pour laquelle la France a un moins bon taux d'emploi que l'Allemagne, par exemple. Si je viens maintenant à la subvention à l'innovation, évidemment, il y a plusieurs dispositifs, mais l'essentiel, c'est le crédit impôt recherche, dont le coût a été multiplié par 5 depuis 2008 pour dépasser 7 milliards d'euros par an. Alors malheureusement, l'efficacité des différents dispositifs est inégale. Il y a le crédit impôt innovation qui lui marche bien et qui est relativement bien ciblé, inefficace. Mais le crédit impôt recherche génère des effets d'aubaine significatifs, surtout pour les grandes entreprises. Et en fait, là, il y a un truc, et ça vous le savez, jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses en R&D, on est subventionné à 30%, et au-dessus à 5%. Mais que font les grands groupes? Mais le grand groupe, il se saucissonne. Il dit, je ne suis pas une entité, je suis plein d'entités. Comme ça, je tombe à chacune de mes petits morceaux, tombe en dessous des 100 millions. Et comme ça, au lieu de payer d'être subventionné à 5%, je suis essentiellement subventionné à 5%. C'est le résultat, c'est que 20% du CIR va aux 20 plus grosses entreprises, 50% aux 50 plus grosses entreprises, alors qu'il y a 25 000 entreprises qui en bénéficient. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Rien que si on imposait au groupe de dire juste vous pouvez le faire qu'une fois pour le groupe, on économise 1 milliard déjà, rien que ça. Donc c'est 1 milliard de plus qui s'additionne au plein de milliards de Nathalie. Bon, j'ai presque terminé. D'accord. Voilà. Je voulais parler du pacte Dutreil. C'est évidemment qu'il fait sens. Donc, d'abord, je ne veux pas supprimer le crédit d'impôt, je veux l'améliorer, d'accord. Et je pense qu'on peut le rendre beaucoup plus efficace. Deux, je pense que Dutreil aussi a sa raison d'être. On veut faciliter la transmission d'entreprise. Mais il a été dévoyé en pratique, comme le montre la Cour des comptes, rapport de novembre 2025, avec des coûts très importants pour les finances publiques, près de 5 milliards d'euros. Par ailleurs, des travaux économiques montrent que favoriser des détentions familiales n'est pas source d'efficacité économique toujours. Il y a des travaux de Benensen, par exemple. Dans le contexte de vieillissement et de hausse des transmissions, le pacte Dutreil pourrait être resserré pour mettre fin à certains abus. Par exemple, l'inclusion des biens non professionnels. Est-ce qu'il faut inclure tous les biens non professionnels dans la niche Dutreil et rendre le dispositif plus progressif? On pourrait avoir des taux plus élevés pour des transmissions au-delà d'un seuil, par exemple, de 20 millions d'euros. Il y a un autre truc, c'est les holdings patrimoniales. Elles ont leur raison d'être, mais il y a des gens qui achètent des chalets personnels et des avions personnels avec les niches patrimoniales. Je suis totalement contre la taxe Zucman, vous le savez. Je pense que c'est une taxe inintelligente. Pourquoi elle est inintelligente? Et j'adore Zucman, lui est très intelligent et c'est quelqu'un de très sympathique. Mais je suis en désaccord avec sa taxe parce que vous êtes Arthur Munch, vous êtes valorisé à 12 milliards d'euros, vous ne gagnez pas un sou de cash flow. Eh bien, la taxe Zucman, elle vous oblige à emprunter ou à mettre l'État comme actionnaire pour pouvoir payer des impôts sur les 12 milliards. Mais votre concurrent ailleurs, il va lui ou elle pouvoir emprunter pour s'agrandir et se développer. Si vous mettez la taxe Zucman, je vous garantis que Manch met la clé sous la porte et Yann Lequin, qui quitte Beta pour venir en France, il va aller ailleurs qu'en France, mais c'est à la seconde. Donc on sera un pays où on fait des choses très intéressantes, mais pas l'IA. Voilà. Donc ça, c'est un débat que j'ai avec Gabriel. J'aime beaucoup Gabriel. C'est un grand économiste. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de lui expliquer. Et je ne désespère pas d'y arriver. Je ne désespère pas. Je crois qu'il faut être persistant dans la vie, voilà. Et je vais arriver à le convaincre, voilà. Donc, si vous voulez, je pense que sur la fiscalité terrestre, je pense qu'il y a des sources. On peut améliorer les dispositifs d'aide. Il faut des mises à plat. On peut mettre à plat le CIR, voir ce qui marche pas. On peut mettre à plat Dutreil. On peut mettre à plat les holdings patrimoniales. Et en même temps, on dit Zucman, on pense que c'est pas bien. Mais je pense que c'est très difficile de dire pas Zucman, et je ne touche absolument pas aux autres trucs. Je pense que c'est indéfendable. C'est indéfendable politiquement. Voilà. Donc, au total, et j'arrête là parce que je sens que vous n'en pouvez plus, vous avez les moyens pour à la fois relever le défi
technologiques posées par le déclin européen, et la France est un pilier. Il n'y aura pas de relèvement européen sans que la France soit un pilier de ce relèvement. Et les Allemands n'attendent que ça, que nous soyons le pilier de ça. Mais en même temps, il faut qu'on réduise nos déficits publics, d'abord parce qu'il faut les réduire, et deux, parce que si on ne les réduit pas, nous n'aurons aucune voix en Europe pour être ce pilier du relèvement. Et en même temps, il faut faire tout ça d'une manière inclusive, parce qu'on sait que si on ne réforme pas dans le dialogue social et l'inclusion, eh bien, on nourrit le populisme, et on sait les coûts exorbitants du populisme. Voilà, merci beaucoup. Alors, bouge pas. Cher Philippe Aghion, c'était passionnant. C'était très connexe à nos affaires de fraude et de criminalité organisée, mais on sent bien que plus on luttera contre la fraude et la criminalité organisée, et plus on vous facilitera le travail en ce qui concerne le budget. Donc, comme vous ne désespérez pas de convaincre Zuckman, je ne désespère pas que vous convaincre pour vous associer encore plus en avant à cette fraude. Donc, si on a encore 5 minutes, je vous propose quelques questions et puis après on fera une toute petite suspension pour prendre quelques photos avec notre ami et puis éventuellement reprendre le cours ensuite de notre table ronde sur la contrefaçon, qui est une criminalité plus lucrative que la drogue. Voilà. Donc est-ce qu'il y a quelques questions sur ce qui vient d'être dit ou est-ce qu'on peut... Oui, je vous en prie. J'aurais une question connexe avec un autre prix Nobel, M. Acemoglu, qui a fait un... Également. Et bah, autant citer un co-auteur et un ami, qui a fait un article sur la mafia italienne, notamment pour parler du fait qu'un État faible favorisait la propagation mafieuse. Et la question est toute bête, mais est-ce qu'on peut faire le rapprochement avec la France ? Il ne faut pas qu'un Nobel me fasse moi tomber dans la Nobelite, quoi. Voilà, c'est ça le danger, là. Tu vois, donc je dois faire attention. Pourtant, il est Nobel et il sait sûrement de quoi il parle, lui. Mais moi, je pense que c'est vrai que c'est important d'avoir la règle du droit et que personne n'arrive à échapper. Le gros problème des mafias, aussi notamment dans les Dali du Sud, c'est que ça décourage l'innovation, parce qu'évidemment, ils exproprient énormément des gens qui veulent entreprendre. Donc, un des gros... Enfin, parmi les nombreux inconvénients des comportements mafieux, il y a celui surtout qu'en Italie du Sud, il n'y a pas d'innovation. L'innovation a lieu en Italie du Nord, où la mafia est quasiment inexistante. Partout où tu as beaucoup de mafias, les mafias t'exproprient, et donc tu n'as aucune incitation. Tu sais que pour l'innovation, tu dois avoir des rentes d'innovation. Tout le truc schumpeterien, on peut appeler comme on veut, maguionien, schumpeterien, c'est de dire tu dois avoir des rentes d'innovation, mais quand même t'assurer que les rentes ne sont pas utilisées pour empêcher de nouveaux innovateurs. Mais si tu as un endroit où il y a la mafia, elle te prend tout, et du coup, tu n'as plus aucune incitation à entreprendre, à innover. C'est un des gros problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut le rôle de l'État. Mais le problème, c'est que l'État, ça ne suffit pas, parce que l'État peut être en collusion avec les innovateurs d'hier. Et c'est là que la société civile est très importante. Et il faut un triangle entre État, entreprise, État et société civile. Et la société civile, c'est aussi des maisons d'édition indépendantes. Alors nous avons ici les représentants de Transparency International, donc société civile. Nous avons Monsieur Risoli Crimalt qui travaille beaucoup justement sur les comparaisons